Merci Monsieur le Président, merci à tous de m'accueillir. J'étais il y a encore quelques semaines effectivement au Panama. Sujet majeur, le canal du Panama pour les États-Unis. Il diminue les trajets entre New York et San Francisco qui passent de 22 500 km par la route du Cap Horn à 9 500 km. C'est clair l'intérêt. Un dossier central également dans la compréhension des dynamiques géopolitiques, économiques contemporaines. Et vous avez remarqué que dès son investiture, le 20 janvier, Donald Trump a renoué avec sa doctrine America First, abondamment expliquée par nos amis en face de nous, et l'ambassadeur et Monsieur le Président. Et parmi ces déclarations censées remettre les États-Unis sur les rails de leur lustre passé, le président américain a affirmé vouloir reprendre le canal du Panama. Et il s'est inscrit ainsi dans l'histoire longue de l'impérialisme américain. Vous le disiez, il n'y a pas tant de surprise que ça, en vérité. On est dans la doctrine Monroe et cela a provoqué de vives réactions du côté de ce petit État d'Amérique centrale. L'idée de parvenir à relier les deux océans, sujet qui nous occupe aujourd'hui, n'est pas nouvelle, le Pacifique à l'océan Atlantique. Elle relève de la logique. Le canal était déjà mentionné en 1534 par Charles Quint. Et il a fallu plusieurs siècles pour que le projet aboutisse. Le succès du canal de Suez a fini par déclencher sa conception. Alors, le canal de Panama est devenu essentiel au commerce extérieur nord-américain, véritable goulet d'étranglement. 72% des marchandises qu'il emprunte chaque année sont en provenance ou à destination d'un port américain. Ce centre névralgique au premier plan de l'actualité depuis le début de l'année a en fait à peine été évoqué lors de son inauguration. On en a quasiment parlé, et pour cause, 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale qui a fait couler beaucoup d'encre à ce moment-là. Alors, je m'intéresse à plusieurs titres à ce sujet. Professeur de communication de crise, effectivement, quand on a comme ça une autoroute maritime, 14 000 navires transitent chaque année. Moi qui ai travaillé chez Eurotunnel, 400 trains par jour, les infrastructures, eh bien, il se passe toujours quelque chose, effectivement. Et dès qu'il y a une crise, il peut y avoir des conséquences, une véritable onde de choc. On l'a vu en mars 2021 au canal de Suez, lorsque le porte-container Ever Given, 400 mètres, s'est bloqué. Il a bloqué le canal pendant 6 jours. Le prix, la société de données maritime Lloyd's List a estimé que le blocage du canal de Suez avait coûté 9,6 milliards de dollars. Le passage des cargaisons, ça représentait ça. Donc oui, c'est central. Moi, je crois aux infrastructures. C'est d'abord un impératif moral, parce qu'elles permettent d'apporter des services de base comme l'eau, l'électricité, elles irriguent toute l'économie. Mais les infrastructures sont aussi une impérieuse nécessité économique. Elles constituent les maillons forts de nos chaînes de valeur internationales. Je travaille beaucoup au STL, Salon international du transport et de la logistique, où j'ai animé 6 conférences. J'ai conçu le storytelling l'année passée. Et donc, ces sujets, on l'a vu au moment du Covid, quand il y a une rupture de la chaîne, de la supply chain, eh bien, on se retrouve extrêmement démunis. On voit toutes nos vulnérabilités. Une petite capture, snapshot du poids du canal, 80 km seulement, si j'ose dire, mais l'économie mondiale repose vraiment sur des chaînes d'approvisionnement rapides. Donc aujourd'hui, le canal, c'est un accélérateur logistique essentiel, notamment pour le commerce entre la côte est des États-Unis et l'Asie orientale. Si on parle du transport de gaz naturel liquéfié, de produits agricoles, de conteneurs manufacturés, c'est également majeur. Si on parle du commerce mondial, c'est 10%, c'est énorme, qui passe par le canal de Panama. Et je le disais, les États-Unis sont très dépendants. 40% du trafic de conteneurs des États-Unis, d'une valeur d'environ 270 milliards de dollars par an, transite par ces voies maritimes. La Chine également, 21% des transports, se place en deuxième position par rapport à sa dépendance au canal. Pour le Panama, bien évidemment, le canal est stratégique. Il contribue à 25% de ses revenus annuels. On est autour de 5 milliards d'euros. Et donc, le canal a versé près de 2,5 milliards de dollars l'année passée au fisc panaméen. Combien coûte la traversée d'un navire? Wikipédia, là ça devient difficile. Le niveau devient élevé. Vous êtes petit joueur, monsieur, si j'ose dire. 100 000 dollars. Bravo. Gagné pour un navire commercial, absolument. Bravo, monsieur Berg. Et donc, oui, le Panama est lié économiquement aux États-Unis, mais par sa géographie également et son histoire. On va y revenir
en détail. L'actualité, eh bien, Donald Trump, vous l'avez suivi, a multiplié les interventions pour reprendre le contrôle du Panama. Je reprends les mots du chef de la Maison-Blanche. Ce qui a été à nous doit rester à nous. Finalement, sa doctrine, elle est assez simple, hein, finalement, si on le comprend, et si on se le rappelle. Mais le canal apparaît surtout un levier comme un levier stratégique dans son antagonisme face à la Chine, comme le disait notamment ma voisine. Et Marc Rubio, secrétaire d'État à la tête de la diplomatie américaine, s'est rendu pour sa première visite à l'étranger depuis sa prise de fonction le 2 février. C'est le signe de l'importance du sujet. Je ne savais pas que j'aurais comme voisin M. Rubio précisément. Et bravo pour la pertinence du plan de table. Et donc il s'est plaint, M. Rubio, de ce que le canal du Panama était en train de passer aux mains de la Chine. Alors, ayant un tropisme européen, hein, chez nous, on parle très peu de cette zone du Panama. Cette zone, c'est un peu un impensé de la réflexion stratégique française-européenne sur l'Indo-Pacifique, alors que ce canal est un objet de convoitise géopolitique de l'Amérique, pour l'Amérique du Sud. Alors, qu'a déclaré précisément le locataire de la Maison-Blanche avec la finesse qu'on lui connaît? La Chine gère le canal du Panama qui ne lui a pas été donné, qui avait été donné au Panama de manière stupide, mais ils ont violé l'accord et nous allons le reprendre, ou quelque chose de très puissant va se produire. Et bien, le vrai problème selon Trump, c'est que le canal n'est pas dans les mains le contrôle neutre du Panama, mais entre les mains de la Chine. On fait un petit rappel historique. En 1996, le Panama a accordé à une société basée à Hong Kong, Hutchison Whampoa, la gestion des ports d'entrée du canal. Christopher d'un côté de l'Atlantique, Balboa du côté du Pacifique. À l'époque, Hong Kong était encore une colonie britannique, puisque, professeur émérite, vous savez ça mieux que moi. Et personne aux États-Unis n'y voyait une menace. Mais en 1997, Hong Kong repasse sous contrôle chinois. Depuis lors, le régime de Pékin peut influencer peu ou prou directement les activités de toutes les entreprises de Hong Kong. Alors, quelles sont les raisons de ce courroux américain? Effectivement, des raisons politiques. Le président américain voit l'influence croissante de la Chine à travers l'adhésion au Panama aux nouvelles routes de la soie, on l'a évoqué, mise en œuvre par Pékin. Hein, c'est l'axe central des nouvelles routes de la soie de la stratégie chinoise pour accroître son influence à l'étranger, pour sécuriser ses approvisionnements. Et eh bien, quand M. Rubio, décidément très puissant, c'est M. Rubio, le 3 février est passé au Panama, 2 jours après, le Panama s'est retiré de ce réseau des nouvelles routes de la soie. Le 9 avril, les Américains enfoncent le clou. Pete Hegseth, secrétaire d'État à la Défense, a dit tout est réglé, les navires américains n'auront plus à payer de péage quand ils passent le canal du Panama. Deuxième question, combien coûte le passage d'un navire américain militaire? Parce que oui, s'il se passe quelque chose à Taïwan, hein, c'est certainement un des sujets de vos tables rondes, eh bien, les bateaux de la US Army et de l'armée navale passeront notamment par le canal du Panama. Bon, ça devient difficile. Ben là, on est à 341 000 $ par vaisseau. Donc l'année passée, normalement, la US Navy a payé 13 millions de dollars au Panama. Donc on sait que les coûts, les tarifs, c'est quand même le premier curseur pour Donald Trump, d'où ces vociférations. Et dans le même temps, une grande partie des exportations chinoises passaient effectivement par cette voie. Et des acteurs chinois ont effectivement investi dans des infrastructures. Alors, quels sont les points? L'entreprise Hutchison Port, je le disais, opère les 2 terminaux portuaires. Son contrat d'exploitation avait été reconduit en 2021 pour 25 ans. La zone franche de Colonne, côté atlantique du canal, abrite désormais le siège de 18 entreprises chinoises. La construction d'un 4e pont au-dessus du canal, c'est un projet de 1,3 milliard de $, il est mené par un consortium chinois. Et ça témoigne de l'engagement quand même de Pékin à renforcer sa présence dans la région. Et puis, il a été question de l'expansion des écluses du canal. Hein, un grand chantier a été réalisé, inauguré en 2016. Ça a été réalisé par un consortium européen. Parfois, on arrive quand même à placer nos pions. Ouf. Et un navire, quel a été le premier navire à passer? L'armateur chinois COSCO. Décidément, il y a quand même quelques indices. Le Panama, il faut le dire, a donné des gages à Pékin ces dernières années. En 2017, le Panama rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan. Donc, quand même, il y a des signaux. Les Chinois ont fait encore une dernière avancée en construisant le métro sous le canal. Ils sont en
en train de construire un métro, ligne de métro qui doit relier en 2028 la capitale de Panama sur la rive est de la voie interocéanique à la rive ouest, d'une longueur de 25 km. Jusqu'à maintenant, le trajet par les deux ponts peut prendre 2 heures. Donc c'est censé désengorger les deux autres ponts. Les travaux pour cette ligne sont réalisés par un consortium d'entreprises mené par un géant sud-coréen Hyundai, et la construction du tunnel est assurée par le chinois CRTG, China Railway Tunnel Group. Donc parfois on dit non, mais c'est complètement une lubie. Vous allez me dire, oh là là, je défends Donald Trump. J'explique quand même les intérêts économiques présents là-bas. Alors, la Chine est-elle restée les bras croisés? C'est pas son style. Eh bien, qu'a fait la Chine? Eh bien, elle a tout simplement mis la pression sur ce groupe bien connu, Hutchinson. Et dès les attaques de M. Trump, la famille du fondateur de Sika Hutchinson, M. Li Ka-shing, propriétaire de ce conglomérat qui comporte, outre des ports, des chaînes de distribution, c'est énorme, conscient de l'impasse qui se retrouvait entre les États-Unis et la Chine, il a essayé de vendre et s'est tourné vers le gestionnaire d'actifs, l'américain BlackRock, c'est quand même énorme, hein, qui est prêt à investir 22 milliards de dollars dans 43 ports, pour voilà, prendre la main sur ce canal américain. Le patron de BlackRock est en conversation intense avec Donald Trump. Ils se parlent beaucoup. Donc on était parti comme ça, avec une reconquête des États-Unis, mais les Chinois ne l'ont pas entendu de cette oreille et ont fait capoter l'opération. C'est tout récent. Il aurait dû être signé l'accord le 2 avril. Eh bien non, ce n'est pas BlackRock qui a pu mettre la main pour le moment. Grosse transaction, hein, à 22 milliards. Et il faut dire que la Chine n'a pas ménagé ses efforts. Elle a demandé récemment aux entreprises publiques chinoises de s'abstenir de toute collaboration avec des sociétés liées à Li Ka-shing. Donc on comprend pourquoi d'un seul coup il s'est dit, bon, finalement BlackRock, est-ce que c'est une bonne idée? Bref, c'est en train de se jouer. Les raisons historiques de ce courroux de la situation très aiguë où on est maintenant, ça nous renvoie à 1869. L'ingénieur français Ferdinand de Lesseps s'était fait connaître, comme vous le savez, pour le percement du canal de Suez. Alors celui-ci, l'Égypte permet de relier la Méditerranée, l'océan Indien via la mer Rouge, et évite donc le détour par le cap de Bonne-Espérance. Auréolé du succès de cette opération, de ce chantier, Ferdinand de Lesseps, le français, crée la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama avec un capital de 300 millions. Et à ce moment-là, la France porte les couleurs dans le monde, on rayonne. C'est à ce moment-là que Paris est surnommé Paname. À l'époque, le projet du canal suscite un enthousiasme et en tant que centre financier et culturel, Paris est presque à son apogée. On dit que les Parisiens très élégants, comme M. Keller, mettent leur Panama, c'est la ville des élégants. Mais le rêve se heurte à une dure réalité. Les ingénieurs font face à des défis techniques énormes là-bas, dans une région tropicale hostile. C'est pas comme à Suez, c'est pas un désert. Il y a le paludisme, la fièvre jaune, des milliers d'ouvriers vont mourir, sol marécageux, des pluies diluviennes, et donc la société est à court d'argent, à court d'ouvriers, c'est terrible. La Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama procède à l'émission d'obligations. Des milliers de Français vont acheter ces bons, les fonds s'épuisent très rapidement. La compagnie est mise en liquidation judiciaire en 89. Les rêves des économies de 85 000 investisseurs s'envolent. Moi qui ai travaillé au tunnel, ça me rappelle des souvenirs. Alors l'histoire ne s'arrête pas là. La presse en 1892 révèle le scandale de Panama, un des plus grands scandales de la Troisième République. 510 députés, 6 ministres sont accusés d'avoir été soudoyés pour cacher l'ampleur des difficultés financières de la compagnie. Il y avait le grand-père de Trump. Alors il y a un nom bien connu qui va revenir dans le débat, Ferdinand de Lesseps, son fils Charles sont incriminés, mais également l'ingénieur Gustave Eiffel. Oh là là, on l'aime bien Gustave Eiffel, il a une belle aura. Eh bien ce scandale fait que Panama devient synonyme de fraude, et dans l'argot parisien, Paname, ça devient effectivement une manière moqueuse dans les milieux populaires pour désigner la ville elle-même. Donc le sens a tourné. Alors si Ferdinand de Lesseps a
échoué. L'ambition de relier les deux plus grands océans du globe à travers l'Amérique centrale n'avait pas disparu. Les États-Unis, désireux de faciliter le commerce et d'asseoir leur domination sur la région, envisageaient déjà un canal qui passait par le Nicaragua. Hein. Mais finalement, un Français vient les chercher, et donc, après l'échec français, ils reportent leur attention vers le Panama. Le contexte géopolitique semble fournir une fenêtre de tir. En 1899, il y a une guerre civile en Colombie, et en 1901, ne voyant pas le bout du conflit, eh bien, les dirigeants libéraux conservatoires colombiens appellent le gouvernement des États-Unis à l'aide. Il accepte de les soutenir contre effectivement des concessions. Et voilà, on y vient. Voilà comment, après la guerre des 1000 jours, je résume, une guerre qui a fait 100 000 morts au Colombie, eh bien, le Panama est perdu, effectivement, par la Colombie. Le 18 novembre 1903, peu après la déclaration d'indépendance du Panama, les États-Unis et le nouveau gouvernement panaméen signent le traité Buenos-Varilla, qui accorde aux États-Unis le contrôle de la zone du canal en échange de compensations financières. C'est-à-dire qu'il y a seulement 15 jours qui séparent la création de la République panaméenne de la signature de la convention avec les US. Contre 10 millions de dollars et une rente annuelle de 250 000 $, Panama laisse aux États-Unis les droits à perpétuité. Donc on a pensé que Donald Trump avait une lubie d'un coup. En fait, cette histoire, quand même, elle est longue de relations, une intrication des relations entre le Panama et les États-Unis. Et finalement, c'est devenu presque une colonie nord-américaine. Entre 1904 et 1913, 56 000 personnes travaillent à la construction de ce fameux canal du Panama. Et bien, après avoir dégagé 200 millions de terres, construit 3 écluses, déploré plus de 5 000 morts, les États-Unis et le monde célèbrent enfin le passage du premier bateau à travers le canal. On est en 1914. Les autres raisons de l'excitation de Donald Trump, qui en a parlé même avant d'être investi en janvier en vérité, c'est que c'est Jimmy Carter, un démocrate, qui a signé un accord pour restituer le canal du Panama aux États-Unis. Alors au fil des années, j'ai fait un petit raccourci, l'Amérique latine rejetait de plus en plus l'impérialisme américain, les Panaméens commençaient à réclamer leur souveraineté, et Omar Torrijos, le dirigeant du Panama, négociait avec les États-Unis après avoir interpellé l'ONU, et en 1977, ce sont cette fois les traités Torrijos-Carter qui sont signés, et donc oui, absolument. Merci, messieurs. C'est le démocrate Jimmy Carter qui rend le contrôle, qui rend le Panama, un processus qui s'achève le 31 décembre 1999, un transfert qui n'est pas sans condition. Autre défi pour ce canal, ce n'est que 80 km, mais c'est incroyable, la facette historique, géopolitique, stratégique, eh bien c'est le défi climatique, la sécheresse. Le canal est exposé à un manque chronique d'eau douce, aggravé par le réchauffement climatique et le phénomène El Niño. Les épisodes de sécheresse ont été récents encore en 2023, et le canal a même été obligé de réduire le trafic de 38 passages quotidiens de navires à 22, ce qui fait réduire bien sûr les volumes transités. On est passé en 2024 à 423 millions de tonnes au lieu de 511 millions l'année passée, et ces sécheresses se multiplient. Il faut dire, on le voit peut-être sur le schéma, que c'est bien plus compliqué que le canal de Suez, qui était relativement simple, un passage creusé pour relier deux mers, la mer Rouge, la mer Méditerranée. Là, le fonctionnement du canal du Panama est complexe. Un système de triple écluse à l'entrée comme à la sortie, qui permet de faire monter d'immenses navires sur un lac artificiel, le lac Gatun, situé à environ 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, ce système implique de devoir vider la première écluse à chaque nouveau bateau. Cette vidange déverse environ 200 millions de litres d'eau douce dans l'océan pour chaque navire. Ça représente, quand le canal déverse 6 à 8 millions de mètres cubes d'eau douce par jour, la moitié de la consommation d'eau journalière en France. Donc effectivement, il y a un impact écologique, et donc il y a des lacs dans cette zone qui fournissent l'eau potable
Et il faut dire qu'ils fournissent également la moitié de la population de ce pays, de Panama, 4,5 millions d'habitants. Donc avec la sécheresse, il y a eu des périodes où il y a dû avoir le choix. Est-ce qu'on fournit l'eau à la population ou au canal? Le canal a dû se sacrifier. Donc un vrai défi de ce côté-là, même si de temps en temps le canal réduit le tirant d'eau maximal qui était passé là en 2023 de 15 à 13 mètres, il y a un vrai souci. Donc il y a d'autres projets alternatifs qui sont évoqués. On reparle d'un projet de canal du côté du Nicaragua. Défi politique pour les États-Unis, bien évidemment. Pour les États-Unis, le canal est sous-exploité. 38 navires par jour, ils pensent qu'on peut faire mieux. Et dans ce contexte, je ne vous cache pas que les Panaméens se sont mis à craindre une invasion américaine. Il faut dire que ça a déjà eu lieu le 20 décembre 1989. Ils ont mis fin à la dictature de Noriega, ancien, je crois, membre de la CIA tout de même. Et donc, en ce moment, le Panama est totalement transi dans un pays où la fierté est une valeur cardinale. La réaction a été très vive. Le pays scande depuis des semaines que le canal du Panama n'appartient ni aux États-Unis, ni à Trump, ni au Panama. Le problème, c'est qu'il est tout seul et il est tout petit, le Panama. Il y a une vraie peur. Et alors, on le voit, le Panama a toujours été un acteur stratégique, très désavantagé dans les rapports de force. 4 millions de personnes, je l'ai dit, une superficie de 75 000 km² face à 500 millions d'Américains sur 9,9 millions de km². C'est quand même vite vu. Alors, parlons un petit peu de la France. Le canal de Panama ne représente qu'une petite partie du trafic commercial français. Pour autant, s'il y a des perturbations sur cette voie, ça pourrait impacter les intérêts français. On parle bien sûr des territoires ultramarins, des Caraïbes, du Pacifique, ayant des incidences sur leur approvisionnement. Le canal recèle en fait des enjeux significatifs en termes d'accès à l'espace Indo-Pacifique pour la France. Alors la France a rejoint en 2023 le corridor marin de conservation du Pacifique tropical, Est, avec le Costa Rica, le Panama, l'Équateur et la Colombie. Et donc suit de près ces dossiers. Ça reste quand même très très loin et très petit, mais enfin c'est vrai que la France, deuxième espace maritime au monde après les États-Unis, vous faites parfaitement bien de parler de sujets des océans pas assez évoqués dans les événements. La présidence Trump et ses ambitions ont replacé donc sur le devant de la scène le Panama, le poussant à rechercher des partenariats alternatifs, notamment avec l'Union européenne. Peut-être que la France gagnerait à renouer avec le Panama des liens plus étroits. Ce qui est sûr, c'est que le canal du Panama est à la fois un miroir, un moteur des dynamiques géopolitiques et économiques mondiales. Il incarne le lien entre souveraineté, commerce, diplomatie. C'est devenu une véritable pierre d'achoppement qui relie les océans Atlantique et Pacifique, qui commande des flux maritimes essentiels, qui est menacé par un phénomène d'assèchement et qui témoigne de la transformation de l'Amérique centrale, devenue un théâtre d'opération majeur de la rivalité sino-américaine. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'y aller.